Bonjour tout le monde, bienvenue à Prestige Télévision. Encore une fois ce mois-ci, on a l'occasion de vous accueillir sur un merveilleux site à l'extérieur à Québec. Cette fois-ci, on se trouve au domaine Cataraqui. Et depuis l'inauguration il y a 3 ans, on ne cesse pas les travaux, les améliorations pour mieux vous servir, pour organiser de belles célébrations. D'ailleurs, dans quelques minutes, on va en parler avec M. Guy Lamotte, les belles choses qu'on peut vivre ici. Et parlant de belles choses, il y a un 40e anniversaire qui sera vécu cette année par le pub d'Orsay. On va recevoir le propriétaire un peu plus tard. Et tu nous parles d'anniversaire, Taïna. Je suis allé rencontrer, moi, les gens de Mercedes-Benz de Québec qui, cette année, fêtent les 50 ans de la concession. Donc, on va les voir un peu plus tard. Et il y a Donald Charette, notre chroniqueur, qui a fait une rencontre exclusive avec le premier ministre du Canada. Et moi, j'ai rencontré le ministre Stephen Blaney qui a relevé tout un défi dans le fleuve Saint-Laurent. Il n'y a pas seulement le domaine Cataraqui qui est magnifique, une autre belle propriété réalisée par Quincaillerie Gauvin, celle du joueur de hockey Éric Bélanger. On est allé faire un tour du proprio. Bonne émission. Il y a 3 ans, presque jour pour jour, en plein mois de septembre, j'ai eu la chance de découvrir le domaine Cataraqui. Je suis vraiment tombée sous le charme de l'endroit. C'était lors d'un lancement pour une émission. Et bonjour, M. Lamotte. Bonjour, Taïna. C'est le type d'événement que vous faites ici? Tout à fait. On fait autant des événements privés que des événements corporatifs. Ça peut aller du mariage aux réunions d'affaires, au lancement de livres, aux cocktails. Vraiment, vous avez redonné le cachet avec des rénovations il y a quelques années ici. C'est la Commission de la capitale nationale du Québec qui a fait l'acquisition de l'endroit. Parlez-nous-en. La Commission de la capitale nationale du Québec est propriétaire du domaine Cataraqui depuis 2002. Puis c'est elle aussi qui en assume sa pleine gestion. Le domaine est situé dans le cœur historique de Sillery à Québec. Et on parle d'un terrain de 10 hectares qui est aménagé de différents bâtiments, dont la villa, qui est le bâtiment principal. Vous avez des dépendances qui sont des bâtiments secondaires. Vous avez des serres horticoles ainsi que des jardins. Vous avez vraiment gardé le cachet d'autrefois. Vous avez donné un petit goût du jour. Mais parlez-nous, à la base, c'est un domaine anglais ici. Ça remonte au 19e siècle. Tout à fait. C'est en 1830 que M. James Bell Forsyth a acheté des Jésuites à Sillery le domaine, le terrain. Et en 1830, il y a une maison de campagne qui a été bâtie. Par la suite, à ce moment-là, il y a différents propriétaires qui se sont succédés à travers les années. Et c'est en 1975 que le gouvernement s'est porté acquéreur du domaine Cataraqui. Et c'est aussi en 1975 que le gouvernement du Québec a reconnu le domaine comme monument historique. De 1975 à 1995, écoutez, à peu près pendant 20 ans, on a cherché une vocation au domaine Cataraqui. Et finalement, un projet a été déposé par la Fondation Bagatelle à l'effet qu'on voulait que ça devienne un jardin-musée. Donc, le gouvernement du Québec a accepté et en 1995 jusqu'en 2001, la gestion du domaine a été confiée à la Fondation Bagatelle. Par la suite, en 2002, le gouvernement a transféré la propriété à la Commission. La Commission de la capitale nationale est devenue aussi le gestionnaire de la place. De 2002 à 2008, le domaine a été complètement fermé à la population. Donc, de 2008 à 2009, ça a été des travaux de construction et de rénovation. À ce moment-là, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a une annexe neuve qui a été bâtie derrière la villa pour abriter notamment la cuisine de l'école hôtelière et tous les bâtiments ont été restaurés. Et en 2010, ça a été la réouverture au grand public. L'école hôtelière, on en a glissé un mot. C'est une belle expérience qu'on peut vivre. On peut venir manger ici un midi. Effectivement, l'école, en plus de former des étudiants en cuisine et des gens en service, ce qu'ils font, c'est qu'ils offrent à la population différentes activités. L'autre élément important, c'est aussi qu'on est un lieu événementiel. Oui. Donc, c'est autant des événements tels que j'ai mentionné un peu plus tôt, en matière des événements corporatifs, des événements privés. Ça peut aller du mariage en passant par des réunions d'affaires, des cocktails, des soirées de Noël, etc. Vous avez sûrement eu un gros été. Oui, tout à fait. Cet été, on a à peu près 33 mariages de planifiés. C'est très varié comme programmation. Est-ce que vous avez des projets à court terme, des gros événements qui s'en viennent? Il y a aussi le volet très intéressant au niveau du domaine, ce sont les jardins. Ce sont des jardins publics qui sont ouverts à la population. Et à ce moment-là, il y a des parcours d'interprétation. Donc, ça, c'est un élément très, très important là, qui caractérise très bien le domaine. La Commission de la capitale nationale du Québec, en période estivale, organise habituellement aussi des portes ouvertes. Toujours ouverte à la population, où il y a des guides de présents. Et à ce moment-là, les bâtiments s'ouvrent et les gens peuvent découvrir l'histoire du domaine. Vous parliez de jardin. Vous me disiez tout à l'heure, vous aviez 2 horticulteurs qui travaillent pour vous presque 6 mois par année.
En fait, juste pour gérer, faire en sorte que ce soit beau sur le terrain? Tout à fait. C'est 2 employés de la commission aussi. Et à ce moment-là, leur vocation ou leur tâche principale, c'est de s'assurer que les espaces verts soient toujours resplendissants. Malheureusement, l'endroit est encore trop méconnu. Qu'est-ce que vous diriez aux gens pour lancer l'invitation? Tout à fait. Bien, écoutez, ce que la Commission de la capitale nationale du Québec dit à la population, c'est que c'est un site qui est magnifique. C'est un site qui est méconnu. Donc, ce qu'on demande à la population, c'est de s'approprier ce joyau du patrimoine. C'est un rendez-vous et moi, si je convainc l'homme, je vous le dis, je vais venir me marier ici. Bien, ça va nous faire plaisir. Merci beaucoup. Merci. On rejoint Donald Charette qui a eu une entrevue exclusive avec nul autre que le premier ministre du Canada, Stephen Harper. Parce que vous méritez ce qu'il y a de mieux. Mercedes-Benz de Québec. Et aujourd'hui, c'est un grand plaisir pour moi de vous annoncer qu'en partenariat avec le maire et la Ville de Québec, la côte Gilmore sera dorénavant ouverte à l'année longue. Nous venons d'assister à la conférence de presse du premier ministre du Canada, M. Stephen Harper, qui a annoncé aujourd'hui que la côte Gilmore sera ouverte dorénavant à l'année. C'était la 4e visite de M. Harper en très peu de temps à Québec, ce qui laisse entendre que M. Harper est décidé à reconquérir la région de Québec. Bonjour, M. Harper. Merci de donner une entrevue au magazine Prestige. Pas de problème. Vous êtes venu à Québec aujourd'hui annoncer que la côte Gilmore va être ouverte maintenant à l'année. Pourquoi c'est important pour vous de venir à Québec et d'annoncer ça? Alors, je suis ici régulièrement. Nous avons une présence politique importante au Québec avec le ministre Blaney et c'est un projet demandé depuis longtemps par les citoyens ici et surtout par le maire. Et la Ville participe dans cette ouverture et je pense que ça va vraiment aider les vies concrètes des gens d'ici. Vous avez toujours une relation un peu privilégiée avec la Ville de Québec, je pense, depuis longtemps. Vous êtes venu très souvent. Pourtant, lors des dernières élections, les gens de Québec vont un peu bouder votre parti. Alors, est-ce que vous êtes en train de tenter de reconquérir la région de Québec? C'est ça que vous faites? Moi, je suis convaincu que cette ville est une ville conservatrice dans cet esprit d'entrepreneur, cet esprit fédéraliste. Et je suis convaincu que les gens ont besoin de plus de représentants efficaces ici, comme M. Blaney. Et moi, je pense que nous avons des possibilités ici, mais ça fait longtemps, c'est en plus de 2 ans, et maintenant, je suis ici juste pour faire des choses pour améliorer la vie des gens. Okay. On reste dans le domaine de la politique. Pendant que Donald est allé rencontrer le premier ministre du Canada, de ton côté, Sylvain, tu es allé à la rencontre du ministre Stephen Blaney pour une bonne cause. Oui, tout à fait. J'ai assisté à une activité très spéciale, la traversée du fleuve Stephen Blaney, accompagné de plusieurs nageurs. Il a fait ça pour l'Hôtel-Dieu de Lévis, plus particulièrement la section de gériatrie. On regarde ce que ça donne. Aujourd'hui, à Québec, se déroule une activité bien spéciale, la traversée du fleuve de Stephen Blaney. Une vingtaine de nageurs, accompagnés de M. Blaney, partiront du bassin Brown de Québec pour traverser le fleuve jusqu'à l'anse Tibbetts à Lévis. Et cette traversée a pour but de promouvoir l'activité physique et également ramasser des fonds pour la fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Alors, je me trouve avec M. Stephen Blaney qui se prépare, qui est déjà prêt là, pour pouvoir faire la traversée. M. Blaney, est-ce qu'on est nerveux un peu? Oui, bien, je dois dire, mon stress a passé. Ça fait à peu près une demi-heure que j'essaie de mettre mon wetsuit, alors ça m'a fait du bien. Comment on fait pour avoir cette idée-là de faire une traversée du fleuve Saint-Laurent comme ça? Le fleuve est magnifique aujourd'hui. Il nous attend pour sa traversée. C'est une idée qui m'est venue à la suite de la suggestion de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de répondre à un défi de mon choix.
beaucoup de vagues. Et puis, mon kayakiste m'a dit que j'avais une petite tendance vers la droite. Alors, tout va bien. À quoi on pense hein, durant cette traversée-là? À la prochaine brassée, prochain coup de bras. Monsieur Cauchy, comment on fait pour accepter une belle présidence d'honneur comme ça de cet événement-là? Ah, c'est très important. Et puis, le fait que M. Blaney, notre ministre, nous fait beaucoup d'honneur depuis qu'il est ministre, parce que je l'ai vu en Angleterre l'année dernière, et puis lors du dévoilement d'un monument très important. J'étais très fier de notre ministre. Oui. Alors que si le ministre nous demande quelque chose, je ne peux pas refuser. Et je crois que vous allez pouvoir le féliciter personnellement. Il est à côté de vous présentement. Bonjour, M. Cauchy. Il est formidable. Ah, c'est vous qui êtes formidable, Jean. Oh, félicitations. Voyez-vous le pourquoi, là? J'ai réussi, Jean. J'ai réussi. Ben oui, vous réussissez dans tout. Ah, ben, Et grâce à vous, grâce à vous. Puis avec votre ministère, là, vous allez réussir aussi. Parce que vous êtes tenace et courageux. Merci. Merci. Merci d'être notre président d'honneur, Ah, Jean, ben, de c'est nous moi, honorer de c'est- votre présence. C'est l'honoré pour moi. Oui. 14 nageurs ont affronté les flots du fleuve Saint-Laurent pour ramasser au-delà de 12 000 pour la fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, plus particulièrement le département de gériatrie. Et à savoir si l'an prochain, il y aura une autre édition, il y aura d'autres nageurs courageux qui viendront affronter le fleuve également. On félicite encore les nageurs de cette année et à une année prochaine probablement. Belle journée passée avec ces gens passionnés et également très dynamiques. Oh oui, il y avait des belles émotions, on pouvait le ressentir. Puis ça a dû être quand même assez exigeant comme défi. Un défi relevé avec brio et avec succès. Et en parlant de succès, je me suis déplacé chez Mercedes-Benz de Québec, où j'ai rencontré le fondateur, M. Maurice Parent, et également sa fille qui a pris les rênes de l'entreprise. On regarde ça ensemble. Je me trouve avec M. Maurice Parent, entrepreneur aguerri ici à Québec et président de Mercedes-Benz de Québec. Félicitations d'entrée de jeu pour vos 50 ans de concession. Par contre, vous m'avez appris que ça fait plus longtemps que ça que Mercedes ici existe à Québec, mais vous avez une belle histoire pour débuter tout ça. Oui, effectivement. L'histoire débute en 1958. J'ai été engagé par un concessionnaire qui vendait des véhicules Mercedes-Benz. Après 5 années, ils ont décidé de vendre. J'ai acheté la concession. Vous devez avoir une philosophie, une ligne directrice qui fait en sorte qu'on doit conserver notre bannière et conserver nos clients également. Concession d'auto, c'est les clients. Si les clients ne sont pas bien servis, on ne peut pas continuer aussi longtemps. Je me rappelle des tout débuts, c'est mon char personnel que je prêtais à des clients pendant que je faisais la réparation. Monsieur Parent, on a appris, entre autres, vous avez fait l'acquisition de la concession à l'arrière ici pour améliorer le service à la clientèle. Et dans la salle de montre également, chaque ligne noire en céramique au sol représente les agrandissements de votre concession. J'ai beaucoup de fierté quand même parce que de 60 véhicules qu'on vendait par année, on est rendu qu'on en vend 600. Est-ce que vous avez des clients aussi qui vous font part de leur satisfaction concernant le service et les ventes que vous pouvez leur offrir année après année? Définitivement. Oui. On a des clients depuis les tout débuts. Des grands-pères, des pères puis des enfants. On a même un client de 103 ans. Et puis, il se promène en Mercedes. Quelle belle histoire. Nathalie, votre plus vieux souvenir concernant la concession ici, quel est-il et à quand remonte-t-il? Sylvain, vous savez, ici, c'était le bout de la terre chez mon grand-père. Fait que jusqu'en haut, jusqu'à Charlesbourg-Ouest, étant donné que c'était un cultivateur à l'époque, on venait sur les terres, on passait en skidoo, puis mon père nous embarquait les filles en arrière dans de la slé. Et lorsque l'intérêt de vous associer à la concession est apparu, vous avez vécu une expérience assez incroyable en allant à Toronto pour aller faire vos classes, on pourrait dire. Oui, absolument. Chaque manufacturier, chaque président a sa façon de faire. Et de notre côté, le président à l'époque tenait absolument à voir à m'étudier, à me scruter. Puis, donc, il m'a fait venir presque un mois à Toronto pour travailler directement dans leur magasin, leur concession qui appartiennent à Mercedes-Benz. Donc, d'une concession à l'autre, je travaillais avec différents directeurs. Puis, un jour, mon père s'est fait dire, regarde, il n'y a pas de problème, elle a bien passé ça. Quel est le secret pour pouvoir perdurer encore pendant toutes ces années? L'héritage, pour moi, c'est une compagnie qui a été bâtie à travailler fort.
Puis c'est l'exemple qu'on m'a toujours donné. Tout à l'heure, on parlait des souvenirs. Puis au plus loin que je peux remonter, je me souviens que des fois, mon père appelait ma mère et lui disait, bon, prépare-moi un sandwich, un thermos de café. Il finissait sa journée de travail. Il fallait qu'il aille chercher des pièces automobiles pour réparer des véhicules à Toronto pour que ça aille plus vite parce que le transport n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Il faisait ça pendant la nuit, aller-retour. Il revenait à la maison le matin. Il aidait ma mère avec le petit déjeuner, préparer les enfants. Il recommençait sa journée de travail comme si de rien n'était. Il n'y a pas d'autre secret. Il faut travailler fort dans la vie. Je suis en compagnie de Denis Lefrançois, directeur général de Mercedes-Benz de Québec. Parlez-nous des produits que vous offrez ici chez Mercedes-Benz de Québec. Bien, seulement le nom le dit, Mercedes-Benz, on a les produits de la marque Mercedes, une gamme d'à peu près 62 modèles. On offre aussi les produits Smart et les produits Sprinter. Parlez-moi un peu de ce que vous pouvez offrir ici aux clients. Ici, le service après-vente est primordial. On sait que dans une transaction, vendre de véhicules, c'est souvent facile la première fois. Le deuxième véhicule est plus difficile à vendre. C'est le service vraiment qui nous aide à vendre nos véhicules et à être plus près de nos clients. Donc, à cet effet-là, on a agrandi nos installations pour offrir une aire de service où le client va arriver à l'intérieur avec son véhicule, va être accueilli, il n'aura pas besoin de se ressortir à l'extérieur. Et si une personne présentement est dans un processus d'achat de véhicules, qu'est-ce qui ferait en sorte qu'on pourrait lui conseiller de venir ici chez Mercedes-Benz de Québec? Après 50 ans, la renommée de la compagnie est ici, du groupe qui est ici. On offre un produit de qualité et on offre un service de qualité. Souvent, je dis à mes clients ou les gens qui viennent ici pour acheter un véhicule, vérifiez avec vos amis qui sont clients chez nous et je pense que vous allez avoir une partie de votre réponse. Le Pop d'Orsay célèbre ses 40 ans cette année, une autre institution à Québec, un peu comme celle qu'on vient de redécouvrir avec Sylvain. Et aujourd'hui, on reçoit le propriétaire, M. Veilleux. Et c'est pas peu dire, M. Veilleux, vous êtes le propriétaire depuis le tout début de l'aventure. Depuis le tout début, en 1972, nous avons construit et en 1973, on a fait l'ouverture, donc en 2013, 40 ans. Il faut lever notre verre à ça. Vraiment, là, c'est une belle histoire. Avec de plus en plus la compétition, il y a beaucoup de restaurants à Québec, dans le Vieux-Québec notamment. Qu'est-ce qui fait que vous survivez, que vous êtes en vie encore? Il faut dire que lorsqu'on a construit la brasserie Le Gaulois, au tout début, en 72-73, c'était une boîte à chansons. Alors, moi, étant musicien et chanteur de carrière à l'époque, j'ai endisqué pendant plusieurs années. J'étais là-dedans pour une quinzaine d'années, finalement. Et puis, j'ai sorti ma guitare pour faire le début de la chanson au Gaulois. Et par la suite, j'ai chanté pendant 6 ans. Et par la suite, on a engagé des artistes qui, maintenant, sont très populaires. Oui, parlez-moi-en. Les Dan Bigra, Le Rêve du Diable, Pierrette Robitaille, qui était chanteuse dans un trio, Vol au vent à l'époque, Pierre Verville, qui faisait ses spectacles sur la terrasse du Gaulois à l'époque. Bref, on a sorti certains grands noms de la chanson québécoise à cette époque-là au Gaulois. Et la brasserie Le Gaulois, à l'époque, vous serviez un menu plus traditionnel, les fèves Vaulard, mais qui dit brasserie, pub, dit également carte des bières. Vous avez une belle carte à découvrir chez vous. Absolument. On est un pub. Alors, naturellement, la bière est en effervescence dans l'endroit. Puis, au fil des années aussi, on a beaucoup amélioré le style de cuisine. Alors, sans prétention, c'est une cuisine moyen haut de gamme où les gens peuvent retrouver un peu tout ce qu'ils recherchent. Vous avez raffiné. Le décor aussi, c'est vraiment européen avec les boiseries. C'est très chaleureux. Parlez-moi-en. Oui, on fait beaucoup de rénovations. Et pour célébrer les 40 ans du D'Orsay, j'ai complètement fait refaire la décoration des 2 étages de restauration. Alors, sans prétention, encore une fois, c'est magnifique. Je suis très content. Vous parlez de célébration, la thématique cette année. Vous avez plusieurs promotions pour les 40 ans. En début d'année, on a fait le 40 $ pour 2 personnes, une table d'hôte, 5 services, qu'on va reprendre à l'automne. Pendant l'été, on reçoit beaucoup de touristes provenant des 4 coins du globe. Alors, on a mis de côté un peu les promotions culinaires, mais dès la rentrée à l'automne, on va repartir cette promotion-là. Venez célébrer 40 $ pour 2 personnes. Donc, il ne faut pas manquer l'occasion. Si jamais on n'est pas encore allé, parce que votre clientèle, c'est surtout des gens aux alentours, des touristes. En fait, on est dans le Vieux-Québec. Alors, on reçoit énormément de touristes, mais en période plutôt froide, donc en période printanière, automnale et hiver. Ce sont les gens de Québec qui reviennent nous voir pendant ces mois-là. Et j'aimerais qu'on parle de votre relation avec vos employés. Parce que je lisais un article dans Le Soleil, puis je trouvais ça vraiment beau. C'est rare dans le domaine de la restauration. Vous avez des gens qui vous accompagnent depuis une trentaine d'années. Absolument.
j'ai Délina, pour ne pas la nommer, qui est au Dorset depuis plus de 35 ans. Délina est à la cuisine et en cours de route, on a dû changer de chef pour des raisons X, Y, Z. Et Délina a toujours pris la relève pendant 1, 2, 3, 4 mois comme chef de remplacement. Par contre, Délina n'a jamais voulu être vraiment chef. Elle fait le travail de sous-chef et elle est là depuis longtemps. Mais j'ai des gens de 25, 28, 30 ans en grande quantité. Je suis très fier de ça aussi. D'ailleurs, on peut vous croiser souvent. Vous mangez au Pop Dorset presque tous les jours? Oui, en fait, la nourriture est assez bonne. Alors, je suis content, je mange à tous les jours, finalement. Le dîner, ça passe là. Et quand je n'ai pas mes enfants, parce que j'ai une garde partagée, je soupe également au Dorset à tous les jours. Je souhaite un bon succès en Merci restauration beaucoup. à nous. Chin chin, Taïna. Merci de l'invitation. Et maintenant, allons faire un tour du côté de Lac-Beauport à la résidence du joueur de hockey Éric Bélanger. On a rencontré la designer Stéphanie Morin et le chargé de projet Jean Morin. Un projet de construction signé Quincaillerie Gauvin. C'est magnifique, ça vaut le coup d'œil. Alors, bienvenue au projet que Quincaillerie Gauvin a réalisé au Lac-Beauport. Quincaillerie Gauvin, pour nous présenter, on est une petite business, une petite quincaillerie de l'ancienne Lorette, un Rona. On existe depuis tout près de 40 ans. C'est une quincaillerie que le grand-père de Stéphanie a parti au départ et son père a racheté pas longtemps après. Nous sommes les propriétaires depuis 5 ans. La quincaillerie se démarque chez nous à l'ancienne Lorette, tout d'abord avec son département de décoration. Mais la décoration, c'est pas seulement du papier peint, des moulures et tout ça. La décoration, c'est vraiment aussi, à la base, on choisit la plomberie, on choisit la robinetterie, tout ce qui est vraiment matériaux pour débuter l'élaboration d'un projet. Par la suite, c'est sûr que l'on va axer vraiment au niveau de la décoration. Exemple, ça va aller jusqu'au poignet d'armoire. Ça peut aller à on va bien sûr avec la peinture. On va même guider les gens avec l'achat des meubles. On va les pister si les gens ont à changer leurs meubles au prime abord. Mais si, au départ, les gens ne veulent pas tout changer, nous, on peut seulement les guider, les pister pour repeinturer une pièce, que ce soit l'aménagement des armoires de cuisine, d'une salle de bain, le choix des couvre-sols. Donc, c'est très, 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 très large. Et on a tout ça sur le même toit à la quincaillerie Gauvin. On part d'un plan. Et à partir de ce plan que les clients ont décidé de réaliser, on peut partir de la fondation, ça peut être un gros projet comme ici, ou ça peut être aussi un plus petit projet. Un ajout d'un garage, un ajout d'une pergola, changer l'intérieur de la maison au complet, une salle de bain. C'est assez grand comme cadre, on peut faire à peu près n'importe quoi. C'est sûr qu'on a la bannière Rona, mais en décoration, si les luminaires n'existent pas et c'est le luminaire qu'on voudrait mettre en tant que designer dans un projet, ou que le client me dit, bien, écoutez, moi, j'aimerais avoir ce type de luminaire-là dans mon... ou même ça peut être un robinet ou un lavabo. Alors, on se permet quand même d'aller zioter ailleurs pour que le client soit satisfait et donner le look final à la pièce avec l'objet demandé. Être propriétaire d'une quincaillerie, ça facilite plein de choses quand on construit une maison de cette envergure-là. Les matériaux sont à portée de main. On est au courant d'à peu près toutes les nouveautés et on travaille souvent avec des contracteurs. Alors, quand il nous arrive de petits pépins, on est capable d'y répondre facilement et de se revirer de bord, s'assurer qu'on a pris la bonne décision. Puis à la fin, quand on a terminé notre projet, bien, se dire « Oh, je suis vraiment content de ce que ça a donné ». Dans ce type de maison-ci qu'on a réalisé aussi, il y avait beaucoup de matières naturelles. C'était très important pour le client de donner un côté chic, mais tout en incorporant quand même des matières brutes, parce qu'on est sur le bord de lac. C'est un peu la ville à la campagne. Les clients voulaient vraiment jouir d'un décor avec une atmosphère quand même luxuriante. J'ai apporté quand même des touches exotiques avec un plafond de bois. Je suis allée chercher de la décoration vraiment un peu brute avec des sculptures de bois, une table en bois, mais quand même le décor est quand même assez froid avec les matériaux blancs glacés comme la cuisine, mais c'est en ajoutant des accessoires intemporels à ce moment-là qu'on va pouvoir passer à travers le temps. Et c'est souvent ce que je dis aux clients, de choisir ce qui va durer le plus longtemps, comme les armoires de cuisine, les comptoirs, les choses qu'on n'a pas souvent tendance à changer aussi côté budget, de pouvoir garder ça le plus simple possible, le plus neutre possible, et juste de peaufiner avec des accessoires autour qui va changer complètement le décor au fil des années, au fil des tendances. Les propriétaires nous ont fait confiance du début jusqu'à la fin et je pense qu'on a livré vraiment ce qu'ils ont demandé.
C'est vraiment une belle propriété. Ça donne des belles idées. Surtout à l'aube de l'automne, comme ça, on a toujours un petit regain d'énergie, une envie de rénover à la maison. Alors, ça va nous donner quelques idées. Maintenant, place à Eva, qui est allée rencontrer des sommités dans le domaine du vin, qui étaient présentes pour juger les vins inscrits au plus grand concours international en Amérique du Nord. Pour une 7e année d'affilée, la Ville de Québec est l'hôte du plus grand concours international de vin en Amérique du Nord. Le concours Sélection mondiale des vins, qui est aussi reconnu parmi l'un des meilleurs au monde, c'est plus de 1700 produits différents, évalués par 70 juges en provenance de 23 pays. Maître Laflamme, vous êtes président du Sélection mondiale des vins. Parlez-moi de cet événement un peu. C'est un événement assez extraordinaire pour le Québec. D'abord parce que ça fait 30 ans que ça existe. On en est à la 20e édition, dont 7 se sont déroulées à Québec. Et on fait partie d'une organisation qui s'appelle la Fédération mondiale des grands concours internationaux en vin et spiritueux. Alors, vous voyez, le nom est long, mais il n'y en a que 8 concours sur la planète qui font partie de la Fédération mondiale des grands concours. Donc, on est parmi, évidemment, en toute modestie, les meilleurs au monde. Le concours Sélection mondiale des vins a aussi un volet spiritueux. Parlez-moi-en. C'est pour la 3e année, on a mis sur pied un concours international encore de spiritueux. C'est pas un concours de spécialistes pour la fabrication de ces produits. C'est un concours de gens qui dégustent et qui cherchent le plaisir dans un digestif à la fin du repas. Monsieur Lapéry, vous êtes sommelier de profession. Parlez-moi de votre rôle ici aux Sélections mondiales des vins. Depuis 2007, j'ai la chance d'être le chef sommelier de cette belle brigade-là. En fait, c'est une belle excuse pour retrouver et de rassembler 18 des meilleurs sommeliers de la capitale nationale qui s'occupent du service des 70 jurys. Donc, c'est un esprit de camaraderie. On s'amuse, on a du plaisir à le faire. Et qu'est-ce que ça représente pour vous d'être associé à un aussi grand événement qui est reconnu dans votre domaine? Bien, je pense qu'autant au niveau de la famille Paulus que de Maître Ghislain Laflamme que de Calora Leroy, on a une belle affinité depuis le tout début là-dedans. Il y a un beau respect. Et puis surtout, d'être associé à un aussi prestigieux concours, c'est quand même le plus important concours en matière de vin en Amérique du Nord. Donc, c'est gros pour nous. C'est tout un défi. On le prend avec une grande humilité parce que de pouvoir servir 2020 en 4 jours aux meilleurs dégustateurs de la planète, pour nous, c'est un rêve. Le concours Sélection mondiale des vins est sans aucun doute un événement d'une grande valeur pour la capitale nationale, permettant à notre ville de s'illustrer à travers le monde. Pour connaître les gagnants, je vous invite à consulter le www.smvcanada.ca. Santé! À ne pas manquer ce mois-ci à Québec, 2 activités au profit de la Fondation Le Petit Blanchon. D'abord, le 12 septembre prochain, à la Seine-le-Bourgneuf, aura lieu la seconde édition du karaoké bénéfice Le Petit Blanchon en folie. En présence de la porte-parole, Mme Claire Pimparé, 8 personnalités de Québec monteront sur scène pour la cause des jeunes enfants victimes d'abus, de violence et de négligence. Aussi, le 28 septembre, aura lieu la première édition de la montée des sommets Banque Laurentienne. Le défi consiste à monter et descendre le Mont-Saint-Anne le plus souvent possible, en solo ou en équipe, dans un laps de temps de 5 heures. La chanteuse Audrey Waters offrira également un spectacle au sommet. Taina, j'ai fait le tour du domaine et de la villa et effectivement, si tu réussis à convaincre ton homme, ça va faire tout un endroit pour votre mariage. Et en parlant de bel événement, vous allez en vivre tout un dans les prochaines semaines. Oui, la naissance de mon premier bébé et qui sait, je viendrai peut-être ici pour le baptême. De toute évidence, ce qu'il faut retenir de l'émission aujourd'hui, c'est que le domaine Cataraqui, c'est vraiment l'endroit à réserver pour nos événements. Et ne serait-ce que pour venir prendre une marche, découvrir l'endroit en plein cœur de Sillery, c'est de toute beauté. Vous allez tomber sous le charme avec les belles couleurs d'automne qui s'en viennent. Ça vaut vraiment le détour. Venez faire votre tour. On vous remercie d'être avec nous et à la prochaine.